Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture immense qui réunit mes lectures de la fin du mois d'août et du mois de septembre parce que je suis très en retard sur mes updates. On va pas traîner, c'est parti. À avoir un rythme entre les cours et le travail et la reprise, les partiels qui arrivent, tout ça. Mais je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. En tout cas, je vais m'y efforcer, c'est sûr. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop pour cette absence, ces absences répétitives. Mais il y a des priorités dans la vie et YouTube n'en est pas une pour l'instant, même si j'adore ce que je fais ici. Et que j'ai très envie de vous parler de toutes mes lectures, mais le temps manque. Les journées ne sont pas infinies. Pour commencer, on va parler d'une saga de livres, une trilogie plus exactement, que j'ai lue cet été et qui est parfaite pour l'été, donc c'est pas trop de saison, mais bon, il faut bien que je vous en parle. Il s'agit de À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han, ici publié en format poche chez Panini Books. Dans À tous les garçons que j'ai aimés et ses suites, PS, je t'aime toujours et pour toujours et à jamais, on va suivre Lara Jean, qui est une jeune fille un petit peu idéaliste sur les relations amoureuses et elle va, à chaque fois qu'elle tombe amoureuse, écrire une lettre qu'elle ne va pas envoyer au garçon dont elle est tombée amoureuse. Elle va mettre tout ça dans une boîte, sauf que un jour, ces lettres vont être envoyées d'une façon mystérieuse. Et le problème, c'est qu'il y en a une qui est destinée au copain de sa sœur. Donc, elle va devoir faire semblant de sortir avec un autre garçon qui a également reçu une lettre. Et voilà, c'est une romance fake dating avec une ambiance lycéenne géniale pour si vous recherchez ce genre d'ambiance, ça va tout à fait. Les adaptations cinématographiques sont pas trop mal, je les avais vues, je ne m'en souvenais absolument pas, mais je trouve que les livres sont beaucoup mieux, beaucoup plus de détails. Ça manque un petit peu de représentation selon moi, mais bon, disons que ça passe encore. C'est très mignon, c'est très jeunesse, il n'y a rien de mirobolant, mais en tout cas c'était une lecture qui se faisait très bien cet été et que j'ai adoré faire, comme À tous les garçons que j'ai aimés. À tous les garçons que j'ai aimés, c'est celui-là. Comme L'été où je suis devenue jolie, que j'avais dévoré l'été d'avant par la même autrice. Je vous le recommande si jamais vous avez envie d'une romance toute mignonne. Toujours dans cette ambiance de romance, mais plus de romance historique, j'ai lu le premier tome de La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn, publié chez J'ai lu ici en format collector. Et d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, ça me perturbe, mais en fait il y a eu un problème d'impression et le titre, enfin c'est pas droit. Bref, j'ai eu un exemplaire un petit peu raté au niveau des bordures, des dorures. Ici, dans La Chronique des Bridgerton, donc moi j'ai lu que le premier tome, donc ça c'est une intégrale des deux premiers. Le premier s'appelle Daphné et Anthony. On va suivre Daphné, l'aînée féminine de la famille Bridgerton. Elle a 3 grands frères dont on aura les histoires ensuite. Et d'ailleurs c'est pas Daphné et Anthony le titre, ça c'est tome 1, tome 2. Le premier titre c'est Le Duc et moi, quelque chose comme ça. Bref, dans Bridgerton, donc on va suivre les Bridgerton, une grande famille, et plus précisément ici Daphné, qui fait son entrée dans le monde, je crois. Et elle va rencontrer un garçon, comment il s'appelle déjà? Ah, c'est le duc de Hastings, mais j'ai perdu son prénom. Bref, elle va rencontrer un homme, et cet homme lui dit qu'il ne veut pas se marier, et elle veut éviter tous les prétendants qui lui courent après, et ils vont faire une alliance, etc. etc. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est de la romance, donc on se doute bien de la fin. Attention, trigger warning, c'est pas très chouette, mais dans ce livre, il y a une scène d'agression sexuelle de la femme sur l'homme, et ce n'est pas dénoncé. Ça m'a énormément posé problème quand j'avais vu la série Netflix, que j'adore, mais cette scène-là, non. Et du coup, dans le livre, c'est exactement pareil. Ce n'est pas dénoncé, c'est presque excusé et ça me pose grandement souci. Il paraîtrait que Julia Quinn a l'habitude de faire des scènes un peu étranges comme ça. Enfin, un peu étranges. Un peu déplacées et pas très dénoncées dans ses ouvrages. Donc j'espère que la suite des Bridgerton sera un peu mieux à ce niveau-là.
Ça m'a empêché de vraiment adorer le livre, mais sinon, le côté romance passe très bien. Il y a beaucoup de scènes olé olé, avec des mots utilisés qui m'ont... Attendez, c'était quoi? Je sais plus, je crois que c'est intimité qui est répété un nombre de fois incalculable. Bref. Mais c'était quand même sympathique, ça se lit bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, trigger warning, c'est dérangeant. Et ça ne devrait pas être présent même dans les romances historiques, clairement. Par contre, je vous recommande la série Netflix, même avec cette scène, et surtout la saison 2 que j'ai adorée, donc j'ai quand même hâte de lire le tome 2, même si il paraîtrait que le tome 2 est un peu mieux en série qu'en livre. A la contrario, le premier tome est mieux en livre qu'en série. D'ailleurs, Daphné est un personnage beaucoup plus intéressant. Dans le livre, elle a quand même beaucoup plus de consistance, alors que dans la série, elle paraît un peu fade. Voilà. Je vous tiendrai au courant de ma suite de lecture des Chroniques de Bridgerton. J'ai quand même très très hâte de voir ce que ça donne. Je continue ma lecture, en tout cas mon écoute audio des tomes de Narnia de C.S. Lewis. J'ai lu le 5e, qui est l'Odyssée du Passeur d'Aurore, où on retrouve les deux jeunes Pevensie, donc j'ai perdu leur nom, Lucy et Edmund, et leur cousin Eustache, qui est insupportable au début du livre. Ils vont se retrouver à Narnia sur le Passeur d'Aurore, qui est un bateau guidé par Caspian, qu'on a rencontré dans le tome précédent. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce tome-là. On a un côté très navigation, ils visitent plusieurs îles, on a une quête. C'est Narnia, c'est toujours plus ou moins génial. Le petit défaut que je dirais, c'est la fin. On commence à voir un petit peu ce que C.S. Lewis a voulu faire, de quoi Narnia est la métaphore, et c'est, je pense, très porté sur la religion. Je ne saurais pas trop dire, je ne suis pas une experte, et je n'ai pas analysé Narnia, honnêtement, je les écoute plus pour le fun que pour le côté très symbolique. Mais il me semble quand même qu'il y a un petit peu de ça, et j'espère que les autres tomes ne vont pas trop me décevoir. Je sais que les notes chutent pour les tomes suivants, donc ça me fait un peu peur, mais j'apprécie quand même cette lecture. C'est un univers que j'aime bien, j'aime beaucoup les personnages et ce que l'auteur en fait, et voilà. Vive Aslan, toujours, le lion. Dans une optique de lire les livres que j'ai achetés à Montreuil l'an dernier avant d'y retourner, j'ai lu Le Crépuscule des Urnes de Arnaud de Ruel, donc publié chez Gulfstream. C'est le premier livre qui s'appelle Le Dernier Fragment. Il me semble que c'est une duologie et que donc je vais me procurer le tome 2 à Montreuil si j'en ai l'occasion, je pense. Ici, on va suivre Jane. C'est Jane? Oui. Une orpheline qui a perdu son frère quand elle était... Enfin, ses parents et son frère quand elle était petite. Ses parents sont morts, son frère n'a jamais été retrouvé. Et à côté, on va suivre Asko, qui est un jeune tzigane qui arrive dans le village de Jane. Et des ombres vont s'élever dans le village et vont ravager le village. Ils vont donc s'enfuir avec 2 de leurs amis et partir dans une grande quête. En parallèle, on va suivre un jeune garçon dont on ignore l'identité, qui serait apparemment un garçon élu. Ça serait l'enfant Pan. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a un livre d'Arnaud de Ruel qui s'appelle L'Enfant Pan. Faudrait que je le lise pour voir s'il y a des liens. Et on va suivre tout ça. C'est une littérature, enfin, c'est un livre jeunesse qui ne prend pas le lecteur pour un imbécile. Il y a énormément de vocabulaire, le style est très travaillé. J'ai dû prendre un dictionnaire à plusieurs reprises, j'avoue. C'est court, mais c'est quand même assez dense. On a un univers qui est très bien construit. On est au Pays de Galles en 1860 par là. Donc c'est une ambiance que j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé le côté culture tzigane qu'on apprend à découvrir petit à petit à travers Asko et les membres de sa famille. Et j'ai aimé aussi toute la dénonciation du racisme, de la discrimination qu'on retrouve dedans. J'ai très très envie de lire la suite, c'est très intriguant et je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne. Donc si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez surtout pas. Et pour ne rien enlever, les éditions Gulfstream font des ouvrages absolument magnifiques. Vraiment, il y a un côté objet livre qui est très très beau. J'essaye de continuer des sagas au maximum et j'ai donc lu les tomes 2 et 3 de Percy Jackson, ce qui est plutôt d'actualité sachant qu'un nouveau livre sur Percy Jackson est sorti.
qui se passe après Percy Jackson et les héros de l'Olympe, il me semble. Pour l'instant, moi j'en suis au début dans les tomes donc 2 et 3. J'ai très hâte de lire la suite, mais il faut que je trouve le temps. Dans le tome 2, la mère des monstres, Percy va devoir affronter la mère des monstres pour retrouver son ami Grover qui a été enlevé, et on a toujours toutes ces références mythologiques que j'aime énormément. Ça permet d'apprendre un petit peu quels sont les mythes grecs, mais en même temps ça les modernise, ça les explore de façon très différente. C'est plein d'humour et ça se dévore vraiment, je trouve ça super. Très jeunesse malgré tout, je tiens à le préciser. Je pense qu'à partir de 10-12 ans, ça passe très bien. Moi je suis un peu vieille, je suis un peu triste de ne pas les avoir découverts avant, mais j'aime quand même beaucoup. Le tome 3 est pour l'instant celui que j'ai préféré. On va rencontrer des personnages que j'adore. Artémis, la déesse de la chasse, et ses chasseresses. Et pareil, on est dans une grande quête, et c'est toujours des quêtes dans Percy Jackson. Et on voyage beaucoup, on découvre encore d'autres mythes, et c'est vraiment des livres que je recommande pour apprendre un petit peu plus de choses sur la mythologie, et pour autant passer un très bon moment d'aventure. J'ai vraiment très hâte de lire la suite, et ensuite de lire les héros de l'Olympe, je pense. Il faudra que je me les procure au format poche, ils sont disponibles un peu partout d'occasion, donc c'est plutôt cool, et je vous le recommande vraiment si vous ne connaissez pas. Le style de l'auteur est un peu particulier parce qu'il y a énormément d'humour, donc je pense qu'il faut être réceptif, sinon ça ne passe pas, mais c'est quand même super cool. J'ai profité de le trouver sur Nextory en audio pour écouter Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, publié ici chez Gallimard Jeunesse. C'est un livre qui commence à dater un petit peu, je pense. 2006 quand même. Ok. Donc qui commence à dater un petit peu, mais que j'ai trouvé plutôt sympathique. J'avais lu récemment Terrienne du même auteur. C'est un auteur que je lisais beaucoup quand j'étais petite, mais je me concentrais sur ses livres ado-jeunesse. Et là on est plus sur du young adulte, je dirais. Un ado un peu plus vieux en tout cas. On va suivre du coup 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons qui vont s'échapper chacun de leur internat. Ce sont des orphelins et ils vont découvrir qu'en fait le monde est contrôlé par un grand complot. C'est des intrigues politiques à foison, c'est comprendre ce qui se passe dans cet univers, et l'ambiance est très hivernale, donc je me suis plantée sur mon moment de lecture, mais j'ai quand même aimé. Il faisait très chaud quand je l'ai lu et ça fait du bien de retourner dans le froid, et je pense que mon résumé est pourri, donc je vais vous lire le résumé. Le combat d'hiver est celui de 4 adolescents, 2 filles et 2 garçons, évadés de leur orphelinat prison pour reprendre la lutte perdue par leurs parents 15 ans plus tôt. Ont-ils la moindre chance d'échapper aux terribles hommes-chiens lancés à leur poursuite dans les montagnes glacées? Pourront-ils compter sur l'aide généreuse du peuple cheval? Survivront-ils à la barbarie des jeux du cirque réinventés par la phalange? Leur combat, hymne grandiose au courage et à la liberté, est de ceux qu'on dit perdus d'avance, et pourtant. Ce livre est assez impressionnant, il n'y a pas de... comment dire? L'auteur ne prend pas de gants avec son lecteur, il torture, il montre des choses qui sont vraiment pas belles à lire, il y a des scènes qui sont glaçantes, et ça ne fait pas peur pour autant, ça reste jeunesse, mais ça a ce côté-là où vraiment les lecteurs ne sont pas pris pour des imbéciles, ils ne sont pas pris pour des chochottes, et j'ai trouvé que c'était passionnant. Le défaut, et c'est le défaut que j'avais trouvé dans le livre précédent de l'auteur, c'est la romance. Les romances, 4 filles, 4 garçons, 2 filles, 2 garçons, je vous laisse imaginer. C'est du insta-love, c'est du coup de foudre, ça se fait en 2 minutes et on comprend pas trop pourquoi. Mais bon, on pardonne parce que l'univers créé est impressionnant, parce que la fin m'a étonnée au possible. Vraiment, je m'attendais pas du tout à cette fin. Et je m'attendais pas à ce que l'auteur fasse autant de mal à ses personnages, donc c'est une bonne lecture que je recommande, peut-être pour l'hiver plutôt, hein, fin novembre, début décembre, ça c'est pas mal je pense. Je vous présente un autre livre que j'ai acheté à Montreuil l'an dernier et qui m'a soufflé, enfin comment dire, je suis encore sous le choc de cette lecture, j'ai pas pu m'endormir tout de suite après parce que ça m'a complètement retourné, chamboulé, tout ce que vous voulez. Il s'agit de Elle est le vent furieux, d'un collectif d'autrices Sophie Adriansen, Maria Lino, Marie Pavlenko, Colline Pierret, Cindy Van Wilder et Flore Esco. C'est publié chez Flammarion et c'est un recueil de nouvelles qui donne à la nature une voix.
on va rencontrer Dame Nature et elle va prendre conscience de ce qui se passe dans le monde et d'à quel point les humains sont en train de tuer la planète. Et c'était renversant. Je déconseille grandement ce livre à tous les éco-anxieux. Si vous avez de l'éco-anxiété, ne le lisez pas parce que je pense que ce n'est pas bon pour vous. C'est que vous avez déjà conscience de ce qu'il y a dans ce bouquin, mais si ce n'est pas le cas, foncez. C'est un livre qui fait prendre conscience de beaucoup de choses. On sait que la planète est en train de mourir, mais là on met des mots sur plein de choses. On voit beaucoup de catastrophes. La nature, des fois, elle parle d'une façon un peu telle une poissonnière. Mais ouais, c'était surprenant, déroutant. J'ai énormément aimé une des nouvelles. Alors, qui l'a écrite? C'est Colline Pierret. C'est Nos corps végétaux. Et en fait, chaque personne va commencer à avoir des plantes qui lui poussent sur le corps. Et s'il rejette ces plantes finissent par leur faire du mal. Et j'ai trouvé cette nouvelle incroyable, vraiment magnifique. Enfin, toutes les nouvelles sont excellentes, mais celle-ci m'a particulièrement marquée. J'en ai parlé autour de moi tellement ça m'a surprise. Mais ouais, c'est vraiment passionnant et j'ai envie de découvrir plus de choses de toutes ces autrices. Mais ouais, je vous le recommande grandement et j'ai très hâte d'en lire plus et de me prendre d'autres claques. Je voulais juste vous lire un extrait que j'avais annoté parce que je trouve que c'est assez représentatif du livre. Car ces derniers temps, années, décennies, elle a perdu le compte à force, elle en revient toujours au même constat. 7 milliards et des poussières d'humains contre tout le reste. Tout ce qui est aussi sa création, ses enfants dont chacun a droit aux mêmes ressources. Des ressources mises en péril par le petit dernier qui s'obstine à ne pas la comprendre. Gaïa soupire. Depuis qu'il est né, l'humain est une source d'emmerde. 1,70 m de contrariété, de contradiction et surtout une bougeotte incommensurable. En particulier quand il s'agit d'occuper la terre. Ah ça, pour l'occuper, il y est parvenu bien au-delà de ses espérances. Il pollue même l'espace de sa présence, c'est dire. Voilà, c'est un extrait d'une des nouvelles et ça vous donne un peu le ton, mais j'ai trouvé que c'était génial. Vraiment, c'est un coup de cœur, Enfin, c'est même pas un coup de cœur, c'est juste un livre qui va me rester en mémoire très longtemps, je pense. Le livre suivant, c'est beaucoup plus de douceur et je vous présente En apnée de Meg Grehan, publié chez Talon Haut. C'est un roman en vers libre traduit par Eileen Manceau. Et ici, on va rencontrer une jeune fille, je crois qu'elle a 10-11 ans, et elle commence à ressentir des choses pour une de ses copines et elle ne comprend pas ce que c'est parce que elle n'a jamais vu de filles ensemble. Voilà, ça c'est l'idée principale. On aborde surtout, je trouve, c'est pas présenté dans les résumés que j'en ai entendus, mais on voit surtout l'anxiété, les crises d'angoisse et la panique que cette jeune fille ressent. Elle veut tout connaître, tout apprendre pour appréhender le monde, pour ne jamais être surprise par ce qui pourrait se passer, et c'est assez déchirant de la voir autant souffrir, je trouve. Il y a une relation mère-fille qui est absolument magnifique, selon moi. C'est très beau, c'est très doux malgré les thématiques. Je pense que c'est grâce au vers libre, ça adoucit un petit peu les thématiques abordées. Si vous n'êtes pas réceptif au vers libre, je ne pense pas que ça pourra vous plaire. Si vous voulez commencer les vers libres, ça peut être pas mal. J'en ai d'autres en tête qui sont plus accessibles, je pense, et que j'ai préféré. Mais celui-ci est un très bon début pour des vers libres et j'aime beaucoup ce que la traductrice a fait de ce texte. Et c'est très poétique, c'est très doux. Donc je vous le recommande si vous paraissez attiré par ce genre de bouquin. Et enfin, le dernier roman que je vous présente est un tout autre genre. D'ailleurs, j'ai pas présenté beaucoup de fantaisie, j'ai l'impression. Bref, je vous parle évidemment de Legendborn tome 2 de Tracy Deonn, publié chez J'ai lu. Ici, c'est marqué au sang et j'adore cette saga. Vraiment, c'est un deuxième tome. Ça pourrait être La malédiction du tome 2, sauf que ça ne l'est pas. J'ai adoré. Dans le tome 1, on suit Brie, une jeune fille noire américaine qui a perdu sa maman dans un accident de voiture et qui va partir étudier à l'université.
sauf qu'elle va être témoin d'un combat avec une créature magique et elle va tenter de comprendre ce qui se passe et découvrir que peut-être tout ça a un lien avec le décès de sa maman, qui ne serait peut-être finalement pas un accident. Et c'est un roman qui mélange fantastique et questionnements sociaux d'une façon que je n'ai jamais vue ailleurs. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Le tome 1 avait été un coup de cœur monumental. On aborde le racisme, la discrimination et en même temps tout cet univers autour, j'ai oublié de le dire, des légendes arthuriennes. Et je trouve que c'est un mélange incroyable. Ce tome 2, j'ai mis du temps à le lire. Je vous avoue que les 100 premières pages, j'avais un petit peu du mal à me mettre dedans. Mais une fois que j'étais lancée, je l'ai dévoré. Et évidemment, à la fin, j'ai eu envie de pleurer parce que le tome 3 n'est pas sorti, ni en anglais, ni en français du coup. Et j'ai très hâte de le lire. Et si vous n'avez pas découvert Legendborn, foncez. Si vous aimez les légendes arthuriennes, et que vous avez envie de voir quelque chose qui change complètement, je pense que ça peut vous plaire. Et voilà YouTube, c'en est tout pour mes lectures d'août et de septembre. Je vais enfin pouvoir avancer un petit peu dans mes updates. J'ai très hâte de vous parler des prochains livres parce que je tourne cette vidéo à fin octobre, donc il y a déjà beaucoup de lectures qui se sont interposées. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très chaud au cœur. Si vous ne savez pas quoi commenter, je vous propose un lion. Oui, je viens de penser à ma tasse. Vous pouvez mettre l'emoji lion en honneur à Simba du roi lion. J'ai pas trop d'idées, mais ça passe. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye!